Bonjour et bienvenue chez Brest Motorsport. Aujourd'hui, un sujet particulier, un sujet que vous avez suivi un petit peu sur notre page Instagram, puisque c'est de plus en plus que vous voyez des Dodge Ram et des voitures américaines chez nous, ici au garage. Alors la Mini, c'est pas fait exprès, mais alors le paradoxe est assez impressionnant. On a l'impression que cette Mini originale, la toute petite, la vieille, pourrait passer dans la benne du Ram. Alors maintenant, pourquoi ce véhicule est ici? C'est la faute de Manon, ça. Je ne vais pas demander à Manon de se justifier puisque ce véhicule, ma foi, est fort sympathique. On va le découvrir ensemble. Mais alors, pourquoi Manon a-t-elle craqué? Puisque oui, c'est son craquage. Il y a un petit côté raisonnable et un petit côté foufou. Commençons par le raisonnable ou le déraisonnable? Allez, le raisonnable. Le raisonnable, c'est la vraie raison de pourquoi vous voyez aujourd'hui ce genre de véhicule se multiplier sur nos routes. C'est un réel utilitaire et on ne l'a pas fait exprès, mais vous le voyez, on commence par vous présenter l'attelage. Et ça, pour tracter notre remorque, c'est vraiment un très bel outil parce que c'est blindé d'options qui sont faites pour être utilisées en tant qu'utilitaire. Et il y a même une série limitée, Build to Serve, vous l'avez compris, c'est créé pour servir et être utilisé pour le travail. Le premier intérêt de ce véhicule, c'est sa benne avec son volume de chargement qui va avec. C'est pas super pratique, mais alors ça lui donne vraiment un sacré look, le côté pick-up. Peu pratique parce que vous le voyez, pour monter c'est pas si simple et en plus de ça on peut pas vraiment accéder à ce qu'il y a dedans puisque c'est très loin au fond, donc il faut tout de suite pouvoir monter, mais pour ça, je vous l'ai dit, c'est un beau véhicule, donc ils ont à peu près pensé à tout. Il y a un petit marchepied qui sort et qui vous permet de monter beaucoup plus facilement. Sinon, il suffit d'être un peu sportif. Et oui, comme quoi c'est pratique. Alors maintenant, il faut trouver comment ça se replie. Une fois qu'on a accédé à cette plateforme, et vous le voyez, c'est quand même relativement haut, voire beaucoup, on a ajouté cette petite option, qui est une option qui n'est pas de série, un rideau puisque sinon dans cette benne il pleut. Alors cette version n'est pas tout à fait étanche, mais déjà ça évite les feuilles et tout un tas de choses de monter dedans. Puisqu'on le voit d'ailleurs, c'est sale puisque le véhicule avait été livré sans ce fameux rideau. On va essayer de vous le faire bref, mais voilà pour cette partie. On peut le replier en plusieurs parties et bien sûr y installer une galerie et bien d'autres choses, comme de quoi dormir. Et là, c'est pas le but, c'est vraiment le côté utilitaire qui prime. Le côté utilitaire, mais un petit peu comme notre Vito, un truc qui est quand même sympathique à regarder et à utiliser. Continuons la présentation de ce véhicule, mais je vous vois déjà venir. Qu'en est-il de la consommation? C'est un V8 essence, 5,7 litres émis. Et là, on a la réponse, conversion éthanol. Je suis descendu de mon estrade via ce petit marchepied et je vais laisser Manon me trouver la solution pour le replier. On va également défaire cet attelage puisque là ce n'est pas la fonction première du moment, mais c'était juste pour noter que c'est démontable. Alors c'est pas démontable, c'est le côté américain de la chose. Vous le savez, on est très axé sur les voitures allemandes et pour des raisons qui sont évidentes, c'est le côté finition. Sur cette version d'attelage, on n'est pas démontable sans outils. Donc c'est-à-dire que sur notre Vito, par exemple, on met une petite clé, mais une clé de serrure qu'on insère et ça se démonte en 10 secondes. Là, c'est un écrou, une vis, et quand on a réussi à enlever le support, il nous reste encore le carré dans lequel on loge cet attelage. Alors, c'est pas très esthétique, c'est un rame. Nous aurions aimé vous faire une très belle présentation en extérieur, on aurait même pu faire un petit peu de off-road, mais la météo ne nous le permet pas. Vous vous en rendez pas compte ici, mais le véhicule est tout mouillé et c'est le moment de vous faire part de ce qu'on a commencé à faire sur ce véhicule, puisque oui, à peine arrivé, même pas arrivé, je dirais déjà modifié, façon de parler. Il revient tout juste de chez Detailmaker. On a installé un film de protection, un PPF intégral sur ce véhicule. On ne voulait pas l'abîmer, donc il a jamais roulé. Il a été tout de suite filmé. Alors c'est dommage pour la présentation, mais on va pouvoir aborder le côté finition de ce véhicule, puisque chez Detailmaker, quand ils ont posé le film de protection, on leur a demandé d'enlever les inscriptions
partiellement, puisque vous voyez le gros rame qui est au milieu, on n'a pas voulu dénaturer le côté un petit peu grossier de la chose, mais en bas, ici, on avait noté 4x4 et l'autre côté Limited. Alors le côté 4x4, ça paraît tellement évident que le non-sens nous a donné envie de l'enlever. De l'autre côté, on avait Limited. Limited qui est la version haut de gamme en termes de finition sur le Dodge Ram. Donc ça donne un beau véhicule, full option. À ce stade, vous en avez vu peu de ce véhicule, mais il est noir. Il est noir, c'est la couleur de chez Bresse Motorsport et c'est un modèle 2022. Et les 2022 nous apportent des niveaux de finition supplémentaires. Et c'est vrai que pour des gens qui viennent de l'automobile un petit peu plus germanique, c'est bien d'avoir un niveau de finition intéressant puisque ça choque un petit peu moins et ça permet de s'adapter à ces véhicules américains. La finition donc de peinture est noire, vraiment métallisée, c'est le premier qu'on voit comme ça, c'est vraiment chouette. Par contre, une finition un petit peu comme le côté limited du véhicule, c'est la version Night Edition. Donc Night Edition, on a des feux fumés à l'arrière et à l'avant et on a le côté un petit peu chrome shadow qu'on peut avoir chez BM aussi sur les finitions chromées extérieures. Là, le chrome était impossible pour nous, ça ne va pas du tout. Donc on a tous les pare-chocs qui sont peints en noir, on a les sorties d'échappement qui sont black chrome et ça va continuer comme ça sur tout le véhicule. On a un quasi full black en fait. Le Limited, c'est pas vraiment la version sport puisqu'une version sport existe aussi, mais on peut le choisir de la même manière avec la même configuration. Donc on a les jantes en 22 pouces, et oui, 22 pouces, donc pour un 4x4, c'est quand même grand. Donc on est sur les mêmes tailles que sur un X5 Sport par exemple, ou un Range Rover. On a des pneus plutôt typés asphalte, donc pour la route. Et maintenant, on va réaborder un petit peu le côté raisonnable en fait du choix de Manon, puisque ce véhicule est défini comme une camionnette sur la catégorie grise, donc un utilitaire, et ce qui nous permet d'être moins taxé, puisque aujourd'hui on peut aborder sans gêne, j'ai envie de dire, ce côté taxe, puisque tout le monde est au courant que n'importe quel véhicule, même une Mégane RS aujourd'hui, n'existe plus parce qu'elle serait assujettie à des taxes de 40 à 50 000 euros l'année prochaine. Ce genre de véhicule étant utilitaire et détaxé. Et là, Manon, en tant qu'ex-comptable, il voit son compte et c'est vrai que c'est plutôt intelligent. Ce qui nous fait deux points raisonnables, le côté éthanol et le côté camionnette, utilitaire pour de vrai. C'est super important. Ensuite, sur le côté utilisation de ce véhicule en tant que tel, pour tracter, pour charger, on a les suspensions pneumatiques. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Aujourd'hui, notre Vito, pour rouler tous les jours, il est comme ça, avec le cul en l'air pour pouvoir charger et mettre la remorque. Ce qui fait que quand on attelle, on se retrouve avec une assiette plutôt plate. Alors c'est une anticipation de charge qui finalement rend le véhicule moins intéressant à rouler tous les jours puisque l'arrière patine beaucoup et c'est pas adapté. Ils n'ont pas cherché à pallier à ce problème. Alors qu'ici, avec une suspension pneumatique, on peut combler ces hauteurs de caisse avec un gonflage plus ou moins important sur une suspension avant, une suspension arrière de manière indépendante. C'est génial. On va commencer à rentrer dans ce véhicule et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir continuer à parler du côté utilitaire puisque ça va au-delà de la benne, ça va aussi jusqu'à l'intérieur du véhicule et notamment à l'arrière, mais on va commencer par ce marchepied électrique et je vous laisse avec Manon qui va vous expliquer pourquoi ce véhicule est si déraisonnable d'un côté. Comment Manon a su me convaincre? La taille raisonnable du véhicule, ses options et sa puissance. La taille du véhicule, on repassera. Je suis pas très à l'aise avec des choses aussi grosses, surtout pour les manœuvres. La deuxième chose, c'est la puissance. Et la puissance va nous amener à peut-être pouvoir le pimper. Et ça, on en parlera vraiment à la fin. Dernier point, les options. Et je dois dire que c'est plutôt sympa. On a une sono Harman Kardon. Je vous montre, puisqu'on a une enceinte au plafond, un ciel de toit noir anthracite, c'est vraiment chouette. Et puis un grand toit ouvrant panoramique. Sans parler de la qualité du cuir. On est sur une finition qui a été apportée, je vous l'ai dit, en 2022, donc cette année, et on sent vraiment l'odeur, la qualité des coutures, la qualité des plastiques. Et au-delà de ça, il y a un truc qui me plaît aussi, c'est le style. Toutes ces surpiqûres qui sont propres au Limited mettent vraiment l'ambiance US, mais juste ce qu'il faut. Pour les plus malins, il y a aussi une autre raison, mais je vous laisse cogiter si vous n'avez pas encore compris. Pourquoi Manon voulait plus d'espace dans un de nos véhicules, puisqu'a priori on n'a que des véhicules 2 places ou 4 places, mais dans une 911 ça reste 4 petites places.
En parlant du nombre de personnes qu'on peut monter dans un véhicule, ici, cet accoudoir est aussi un siège. Par contre, le côté camionnette a quand même un inconvénient, c'est que ce véhicule se voit passer de 5 à 4 places. C'est largement suffisant pour notre grande famille, mais ici, on a un autocollant qu'on enlève, puisque vraiment pas beau. Place interdite en circulation. Alors c'est tout bête, mais ça veut dire qu'on peut s'asseoir ici à l'arrêt, mais pas en roulant. Et parmi le côté, toute option, évidemment que ce toit panoramique s'ouvre, mais ça aussi, ça s'ouvre et c'est électrique commandé à l'avant. Alors, je ne sais pas trop quel intérêt ça a, mais sans doute que la forme du pick-up permet d'avoir très peu de vent, en fait, et très peu de bruit. Donc, je pense qu'on peut rouler un petit peu les vitres ouvertes sans avoir trop d'inconvénients finalement. À tester. Et cette fenêtre, peut-être qu'elle s'ouvre aussi pour pouvoir laisser des choses longues rentrer dans le véhicule ou en sortir. Si on s'en sert vraiment comme un utilitaire, on peut avoir des grands morceaux d'acier ou de bois et ça paraît un peu improbable puisque celui-ci a de belles finitions. Mais si on a un modèle vraiment basique, pourquoi pas charger ici. Et l'intérieur et l'extérieur sert pour charger puisque cette banquette ici se rabat de la même manière que celle sur laquelle je suis assis. Et là, on se retrouve avec un volume de chargement énorme. Rien de tel que vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je ne suis pas très grand, mais quand même un véhicule sur lequel vous pouvez rentrer d'un côté et sortir de l'autre et ranger tout ça en même temps, je trouve ça quand même plutôt pratique. Nous voilà pris la main dans le sac, mais il va bien falloir l'arroser, ce rame. Par contre, quand je vous disais qu'il y a de la place, je me tiens quasiment debout dans le véhicule et le côté utilitaire, encore une fois, ça revient beaucoup, mais ça a été aussi un moyen pour Manon de me convaincre, puisque avoir une voiture qu'on ne peut pas utiliser comme on veut, en ayant toujours peur de l'abîmer, c'est un petit peu, parfois ça gâche un petit peu le plaisir. Et bien là, c'est tout l'inverse, c'est ce qu'on n'aime pas, le côté finition qui serait assez peu abouti, donne aussi un côté pratique aux choses puisqu'on a des gros tapis en plastique avec une petite partie moquette, mais tout s'enlève, tout se démonte et ça nous permet dessous d'avoir quelques rangements. Alors des rangements c'est une chose, mais avec des ancrages pour pouvoir fixer quelque chose, fixer quelque chose à l'arrière, puisque vous le voyez, le volume est énorme, on peut y mettre des roues, enfin vraiment des caisses, un tas de choses. Et ce qui est marrant, c'est que sur le côté utilitaire de la chose, on a ici de quoi mesurer. Alors c'est étonnant, mais ce qui est bien aussi, c'est que je découvre en même temps que vous. Donc on a ça se démonte et puis c'est gradué. Alors c'est gradué en pouces et en centimètres. Ils ont pensé à nous. On a énormément de rangements qui sont un petit peu masqués ou cachés, mais ça nous permet de ranger ici, par exemple, la trousse d'accessoires de survie, mais aussi pour démonter l'attelage et bien d'autres choses. Une étiquette qui me tombe sous le nez, c'est en fait le côté limited avec ce qui nous indique la qualité des cuirs. Alors bon, c'est en anglais, on pourra vous laisser regarder tout ça de plus près, mais ça parle que de qualité et elle se ressent dans les matériaux des sièges en tout cas. Sur cette étiquette, le discours, c'est le luxe. J'ai un petit peu de mal à aborder le côté luxe avec une voiture américaine. Pour moi, c'est plus peut-être une anglaise d'ailleurs, pour ne pas parler des allemandes. Mais à l'arrière, on ne peut pas le dire, on a des sièges, cette banquette qui se rabat est chauffée et ventilée. Donc c'est quand même pas rien. Et on a une clim séparée avec suffisamment de prises pour pouvoir faire tout ce dont on a besoin. Dans les options intéressantes qui sont liées aussi à l'utilisation du véhicule, le chargement et le reste, on a une caméra 360 degrés autour de la voiture. Ça, c'est vraiment pratique, surtout que vous en doutez bien, c'est pas forcément évident de... Alors, on n'est pas en Amérique ici, donc il y a aussi des inconvénients. En bas de cet écran, on a quelques boutons intéressants pour gérer la hauteur de caisse. Vous le savez, c'est pneumatique. On a aussi des options qui servent à se garer, mais il y a des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes. C'est au niveau du bouton tournant qui sert à passer de la marche arrière au neutre, au parking et au drive. Eh bien, en fait, on peut jouer avec les modes de traction du véhicule. On roule en propulsion, en cadre motrice, en verrouillage de pont arrière pour les situations vraiment extrêmes. C'est un vrai 4x4. C'est vrai qu'au-delà du côté un peu luxueux comme ils aiment le vendre, on a ce côté, on a gardé le côté rame et c'est ça aussi qui est cool.
On retrouve un volant chauffant, c'est pas rien. Manon y tient dans chacun de ses véhicules. Elle rigole, mais ça aussi, ça fait partie des caprices. Maintenant, démarrons ce véhicule et on va entendre ce V8. Le volant chauffant et ses finitions. On a, alors je sais pas, c'est du bois, à vos commentaires. C'est pas du carbone, hein, ça c'est certain. On ne sait pas si c'est un bois précieux, mais j'ai envie de penser que c'est de bonne qualité. Sinon, il ne serait pas là. On a le cuir étendu sur le tableau de bord, ça c'est sympa. Et pour revenir à cette pièce, vous l'avez vu, ça coulisse de manière manuelle. Mais alors, truc surprenant, c'est les pédales qui se déplacent électriquement. Alors si elles se déplacent, c'est pour la position de conduite, c'est pas pour freiner ou faire quelque chose d'autre à votre place. Le côté high-tech des voitures américaines est parfois assez surprenant puisque nous avons un rétro intérieur qui n'est pas un simple miroir mais qui est aussi une caméra. Maintenant, passons à ce qui m'intéresse, la mécanique. Ce qui est bien avec le côté PPF, je reviens là-dessus parce que il est entièrement filmé et on peut s'appuyer comme on veut dessus. Et on sait que le noir, ça se raye très vite. Alors, 5,7 litres, 2 cylindrés, un peu plus de 400 chevaux. Alors, c'est pas foufou. Ça aussi, c'est américain. Hein. Cette motorisation existe depuis longtemps. Mais pour un utilitaire, c'est bien aussi d'avoir du recul et savoir que cette version de motorisation est fiable. Et c'est maintenant que les choses Brezz Motorsport vont commencer vraiment à nous intéresser dans cette vidéo. Parce que des modifications, c'est ça aussi qui nous plaît. Puisque sinon, on n'aurait sans doute pas acheté ce véhicule. Alors, l'éthanol, c'est une chose. On en parle. Alors là, ce n'est pas vraiment une motivation, c'est une obligation. Cette voiture peut atteindre des niveaux de consommation assez importants. On est un petit peu en dessous de 20 litres. Allez, 17-18 litres si on est vraiment raisonnable. On passe facilement les 20 litres. Mais comparé au Vito, c'est pas si déconnant. Vous seriez surpris de savoir à quelle vitesse notre Vito engloutit le gasoil. Et au prix du gasoil aujourd'hui, quasiment 2 €, c'est quasiment plus intéressant, c'est même certainement plus intéressant de rouler à l'éthanol en consommant 20-25 litres, ce que consomme le Vito en gasoil à un tarif bien plus intéressant en éthanol. Juste à côté de la batterie, de l'autre côté, côté conducteur, on retrouve le calculateur moteur, une pièce qui va nous intéresser concernant cette conversion éthanol flex-fuel. Je rappelle que cette conversion vous permet de rouler avec du 95, du 98 ou de le 85 dans les quantités que vous désirez. On peut mixer, on peut se dépanner en mettant du carburant si vous ne trouvez pas d'éthanol, en mettant du carburant traditionnel, je veux dire. Et ensuite, ici, on a un filtre à air. Pourquoi pas mettre un filtre BMC puisque c'est pas une voiture de sport, ce n'est pas une voiture de sport, mais il y a un petit côté sympa quand même. Donc filtre à air BMC, reprog éthanol flex fuel. Ensuite, on va passer au côté échappement. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve? Et ouais, un V8, ça doit chanter, beaucoup ou pas. On va vérifier ça ensemble. C'est comme avec une Porsche, quand on rentre un nouveau véhicule, on teste des choses pour savoir vous guider et vous conseiller. Ensuite, il y a un petit côté esthétique qui va rentrer en jeu. Et grosso modo, pour cette première partie, ce serait pas mal. Mais alors des fois, on a des idées vraiment poussives et pas raisonnables. Kit compresseur, ça se fait, non? Et ouais, parce qu'il y a toujours un côté rigolo. Avec un kit compresseur, on ne consomme pas beaucoup plus. Ces moteurs ont de la marge, hein, ça ne prend pas beaucoup de tours. Et il y a des choses qui existent aux USA. Ça nous arrive d'en poser. On est actuellement en train de poser un kit ESS sur une M3 92, un V8 également. Mais ce n'est pas ce genre de kit compresseur qui m'intéresserait, puisque là, on est en Amérique, et en Amérique, on monte des compresseurs sur le dessus du V8 et non pas à côté. Alors, un vrai compresseur à vis, ouais, limite, on le fera pas, on fera pas sortir les clapets d'admission par le capot, mais un vrai truc américain. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce sera peut-être pas pour demain, mais c'est une idée qui se cultive. Un élément intéressant qui concerne l'intérieur, que je vois à l'instant, c'est l'affichage tête haute. Alors, c'est tout bête, mais c'est quand même cool. Alors, vous le voyez, hein, c'est pas forcément très pratique d'avoir un véhicule aussi gros et aussi haut. Dans mes mains, c'est les éléments qui ont été décollés. On avait le limited derrière, mais on l'avait aussi sur les côtés. Le fait de passer à côté de ces roues et de ces extensions d'ailes, qui sont aussi propres au fait que ce soit un limited et qu'il y a les options sport, moi je trouve ça un petit peu trop rentré. C'est peu de choses, mais ça fait vraiment visuellement un effet bien plus massif, comme si c'était pas suffisant. Maintenant, ça nous fera peut-être parler d'autre chose, des freins, puisque c'est très lourd et
eh ben, je ne sais pas si ce système de freinage est endurant. Je vous l'ai dit, on découvre. Manon a eu quelques coups de cœur. Ce n'est pas arrivé par hasard, hein. Certains garages en Bretagne et un petit peu plus loin nous amènent un bon nombre de véhicules pour des conversions éthanol. C'est ce qui nous a fait aimer cet univers, surtout Manon. Et on va commencer par des choses très simples, puisque si on a choisi un Ciboram, c'est pas pour le gâcher avec une plaque un peu bizarre et un support de plaque vraiment grossier. Alors on va supprimer tout ça et on va lui mettre une belle plaque comme sur la GT3. On va passer à l'atelier et commencer les choses intéressantes. Alors pas que le reste ne le soit pas, mais si vous voulez avoir des conseils pour votre véhicule, votre Dodge Ram, c'est à l'atelier que ça va se passer. Je pensais commencer par le côté esthétique, mais non. Une chose vraiment importante, c'est le flex fuel, puisque si on veut s'en servir à 70 centimes du litre et pas 1,50 €, c'est le moment de commencer à jouer avec nos outils préférés, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est très actuel en ce moment. La conversion éthanol, comment ça se passe? C'est assez simple et là ça se passe très bien puisque les véhicules après 2000, donc plus ou moins récents, acceptent bien l'éthanol. Là le Dodge Ram, ça l'accepte vraiment bien, c'est fait pour. Donc on va extraire le fichier d'origine, le modifier, réinjecter le fichier modifié et faire une petite phase de réglage puisqu'il faut corriger un petit peu les richesses, mais ce genre de véhicule relativement moderne est assez intelligent pour pouvoir apprendre à rouler à l'éthanol. Après la partie reprogrammation éthanol, passons à la partie modification. C'est clairement trop loin, ces roues, par rapport à l'extension d'aile. Donc on va corriger ça, mais dans un troisième temps, puisqu'on a dit les trois phases importantes de ce début de carrière pour ce Ram chez nous. C'est la conversion éthanol, les cales et la partie échappement. Montons cet échappement et on va parler de la config qu'on a choisie, puisqu'on peut faire plein de choses. Il y a plein de marques et plein de configurations qui permettent de faire plus ou moins de bruit. C'est la solution qu'on a choisie, remplacer l'intermédiaire l'intermédiaire d'origine par une version plus petite, parce que vous voyez, vous allez vite pouvoir observer le dessous de ce véhicule. Beaucoup de choses sont énormes, comme la transmission, comme les amortisseurs, les trains roulants, mais on a aussi un intermédiaire qui est énorme. Bon, on va regarder, ça parlera mieux avec les éléments solution. Ce genre de mastodonte préfère les plombs 4 colonnes. On pourrait essayer avec le 2, mais c'est mieux là, je pense. La vue est bien différente. On a envie de dire que le moteur est tout petit, et c'est plutôt le cas. Alors bon, le compresseur, on en reparlera peut-être. Mais par contre, c'est une conception qui est semi-moderne puisqu'on a des choses en aluminium pour limiter le poids. Et là, par contre, on a les grosses suspensions à air. On voit bien que c'est prévu pour aller dans les chemins. Hein. C'est un vrai 4x4. On passe de l'autre côté du moteur et on a l'arbre de transmission qui va envoyer la motricité sur le pont avant. On a les deux cardans, rien d'exceptionnel. Et on a une crémaillère qui est électrique. Donc bon, voilà, c'est des détails, mais pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que c'est quand même moderne. On a une barre anti-roulis à faire pâlir n'importe quelle voiture de sport. J'avais jamais vu ça. Juste au-dessus de ma tête, le carter de la boîte automatique. Cette boîte automatique est très agréable. C'est vraiment un côté X5, vraiment une boîte ZF qu'on connaît bien sur beaucoup de voitures et qui fait merveilleusement le boulot. Ici, la boîte de transfert qui va envoyer la répartition de la motricité sur l'arrière. Une belle barre anti-roulis à l'arrière également, et puis des amortisseurs pneumatiques avec un beau diamètre. Donc un truc qu'on n'a pas abordé, c'est les freins. On a des freins qui sont assez massifs, mais qui n'ont pas de mordant. On corrigera sûrement cet élément, mais on en reparlera au moment de mettre les cales. Concernant, une roue de secours, une vraie roue de secours, une jante alu, de la même dimension, avec un pneu hiver. Ça, c'est pratique. Quand on roule beaucoup, c'est un truc indispensable, vraiment. Ici, l'attelage a disparu, on pourra le remonter et on a besoin de 2 clés de 24. C'est pas si compliqué, et une clé Allen. C'est pas si compliqué, mais c'est quand même un petit peu embêtant.
Devant, le support de plaque a également disparu. C'est pour des tout petits détails, mais bon, ça fait partie du look et ça fait un petit peu plus épuré. Passons au sujet qui nous intéressait, l'échappement. Je vous ai fait part du fait que ces sorties étaient d'une couleur black chrome, donc c'est chromé foncé, on va dire. Derrière, on a deux petits silencieux. Je pense que ce n'est pas eux qui vont nous embêter beaucoup avec les bruits. Devant, on a une très grosse gamelle que nous allons remplacer et j'ai hâte de les comparer. Et je n'ai pas rien à voir. Le réservoir, option réservoir 125 litres. Ça permet quand même d'aller un petit peu plus loin, même à l'éthanol, même en consommant 20 litres au 100. Revenons à l'échappement. On a du gros diamètre. Ensuite, ça va de chaque côté du V8 avec deux downpipes catalysés. Les catalyseurs sont assez conséquents, mais ce n'est pas la priorité maximum aux USA, donc on n'a pas de FAP. Super cool. Et on n'a pas d'AD Blue. Ça, c'est très bien. Même si on sait le supprimer, l'un et l'autre. Aujourd'hui, le FAP, c'est un petit peu compliqué pour les véhicules diesel. Parce que là, on compare ça à un diesel. Hein. C'est vraiment le côté un petit peu fun du véhicule utilitaire avec un V8 essence. Pas de FAP, pas d'AD Blue. Et en haut, des collecteurs qui ne sont pas dignes d'une voiture de sport. On retourne dans le côté assez basique. Alors, on pourrait gagner des chevaux à creuser. Un véhicule original, pièce originale, puisque ce silencieux, c'est un produit américain, la marque est américaine, c'est Magnaflow. Alors, je parlais des différentes configurations. On va pouvoir assez rapidement comparer cet intermédiaire à celui d'origine, mais grosso modo, on avait... Allez, il n'y avait pas tant que ça de solutions, mais par exemple, chez Magnaflow, il y a cette version, suppression d'intermédiaire. La deuxième, c'est de monter un catback, donc toute la partie avant cet intermédiaire jusqu'au silencieux arrière et les sorties d'échappement avec un intermédiaire et des silencieux encore plus petits à l'arrière. J'avais peur que ça fasse trop de bruit. Et ensuite, une version à valve. Alors, on aurait pu avoir envie d'un échappement à valve, mais c'est vrai que quand ce n'est pas d'origine, ça rajoute une télécommande. Il y en a assez pour ouvrir le portail. Le but de l'intervention, c'est vraiment de trouver un juste milieu entre... On aurait pu mettre un tube, mais j'avais peur que ça fasse du drone. Et si ça fait du drone sur un véhicule avec lequel on roule beaucoup, c'est pas très intéressant. Et c'est vrai que la version street de Magnaflow concernant ce catback, eh bien, elle me paraissait un peu agressive. À voir. Alors c'est un peu dans la démesure, mais on ne sait pas trop si c'est une caisse de résonance pour faire l'effet RAM, bloc, 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 ou si c'est vraiment pour diminuer le son. On va avoir la surprise. En tout cas, visuellement, il se passe quelque chose. Bon, ça peut paraître démesuré sur une voiture standard, puisqu'on ne se la joue vraiment pas comme ça, à savoir que c'est souvent qu'on retrouve des voitures avec des cales énormes pour combler un kit large, pour combler des jantes qui ne sont pas les bonnes, avec le mauvais ET, le mauvais déport. Bah là, c'est pas du tout ça. C'est 3 cm, 30 mm, c'est pile poil ce qu'il faut pour être à fleur des ailes sur un Dodge Ram. À savoir que sur une voiture, sur une BM, souvent on est plus dans les 10, 15, 20, c'est déjà beaucoup. Alors, double boulonnerie. On fixe la cale sur la voiture avec de la boulonnerie, rien de plus standard, des écrous. Et ensuite, on vient fixer la roue avec ces petits goujons qui sont intégrés à la cale, qui sont cannelés pour éviter de tourner. Et on vient remettre la visserie d'origine du véhicule sur ces tiges. Si on monte des cales devant, on monte des cales derrière et inversement. La même épaisseur pour ne pas déséquilibrer le véhicule et avoir des effets néfastes, notamment sur l'antipatinage et tout ce qui est ESP, enfin les aides à la conduite. Si vous voulez retrouver ces éléments, puisque notre boutique en ligne est axée sur les voitures allemandes, notamment les Porsche, les BMW et un petit peu de Mini, puisque Mini c'est BMW, est-ce que vous auriez envie de voir des articles sur ce genre de voitures et les américaines? Parce que on en fait de plus en plus, donc si vous voulez de la pièce pour vos voitures sur notre boutique en ligne, je vous attends dans vos commentaires. C'est vraiment de la mécanique basique et on en rigole presque. C'est le côté utilitaire sans doute. On en rigole presque ou on en rigole vraiment?
À la question assez intéressante qu'on a souvent, est-ce qu'il faut attendre pour reprogrammer un véhicule? Est-ce qu'il faut reprogrammer un véhicule à l'éthanol tout de suite? Le véhicule a actuellement 300 km. Est-ce qu'on a attendu? Absolument pas. Il en aurait eu un petit peu plus si on l'avait ramené par la route, mais on voulait que le PPF soit parfait, que le véhicule soit comme neuf. Donc là, c'est juste une petite balade entre Angers, chez Detailmaker et Breeze Motorsport, et ensuite un petit test hier soir. Donc pour le reste des modifications, est-ce qu'on est patient? J'ai pas l'impression. Je dirais que c'est parfait. Ça fait ni trop de bruit, ni pas assez. C'est enfin présent puisque c'était franchement pas assez... Non, ça faisait pas assez de bruit avant. Là c'est bien. On entend un bruit un petit peu plus rauque et à savoir que c'est encore tout neuf, donc ça va chauffer et ça va se libérer. J'aimerais vous faire... Je bouge. Ça, c'est le côté V8 et c'est toujours rigolo, peu importe la marque, le modèle. Il y a un peu de couple. Changeons d'endroit et montons les cales. Là, on a une très belle vue sur le demi-train. La suspension est gigantesque. On a l'habitude de voir ça sur des Q7, sur des Touareg. Il y a beaucoup de ces véhicules du groupe VAG qui ont des suspensions automatiques. Là, c'est une autre dimension. Les étriers sont gros et ont quand même 2 pistons. Alors, c'est un étrier flottant. Ça aurait été cool d'avoir des vrais étriers 4 pistons. On a juste 2 gros pistons de l'autre côté. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir bosser sur la qualité des plaquettes, puisque le si peu qu'on a fait, on voit que ça ne mord pas vraiment. Ça ne mord pas, donc ça ne freine pas. Ce qui risque de... Bon, on verra, mais peut-être qu'on va voler les disques. J'espère pas. Concernant ces cales, véhicule démesuré, tout est démesuré. On a 6 goujons, donc d'habitude on peut en avoir 3 sur certaines voitures assez anciennes, 4 sur un E30 par exemple, et plein de voitures européennes, et 5, et là c'est 6. On a l'habitude de voir du 22, mais pas avec des flancs aussi hauts. Ce qui fait que la jante m'arrive bientôt à la taille, et je vous raconte pas le poids que ça fait. Là aussi... Bon, on va retourner à la salle de sport. Quand on prend un véhicule full black, on pourrait s'attendre à ce que ça aille jusqu'au bout des détails avec cette visserie qu'on aimerait voir noire et pas chromée. Pour rester dans la démesure, c'est du 22, donc 17, 19, et ben là 22.
Petit bilan après Halloween, bien sûr. Il n'y a pas que Manon qui a le droit de porter des chapeaux de sorcière. 6000 km avec ce véhicule. Et c'est suffisant pour se faire une très bonne idée de ce véhicule. Pour resituer les choses, c'est vraiment une idée de Manon. C'est un coup de cœur suite aux reprogrammations qu'on a pu avoir à faire sur des Dodge Ram, des véhicules américains que nous apporte une concession SRT Automobile à côté de chez nous. Et le côté 6000 km, c'est moi qui les ai faits. Donc Manon en passager, alors c'est un petit peu moins fatigant pour elle en cette période, mais Manon roule beaucoup pour aller sur les courses. C'est vraiment elle qui fait le chauffeur. Et donc c'est un gros confort que cela va lui apporter. Donc elle vous donnera peut-être son avis un petit peu plus tard, mais ouais, c'est confortable. Ça fait le boulot. On a hâte de tracter avec ce véhicule, puisqu'il n'y a pas que le côté voyage et road trip, il y a aussi le côté utilitaire de cette voiture qu'on a hâte d'essayer. En tout cas, sur le côté balade, ouais, on peut dire que c'est très positif. On regardera après sur le compteur combien ça fait d'heures, 6000 km. Et on peut se dire qu'après un certain nombre d'heures passées dans un véhicule et ces kilomètres, eh bien, il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Il y a quelque chose que j'aime, c'est le confort. Le véhicule, je l'ai dit, avec ses suspensions pneumatiques, c'est quand même agréable sur les routes défoncées. Et on ne peut pas dire que ce côté un petit peu full option apporté par cette finition limited, ben ouais, ça apporte un truc et on ne se lasse pas. Les surpiqûres, le cuir ventilé, chauffant, le volant chauffant qu'on n'a pas exploité pour le moment, mais ouais, c'est vraiment le côté toute option, c'est indéniable, c'est une belle voiture avec des finitions à la hauteur de nos attentes, malgré ce côté US et l'habitude qu'on a de ces véhicules. Pour continuer sur ces options, très agréable, quelque chose qui est assez classique dans des voitures assez haut de gamme, le toit ouvrant panoramique. C'est tout bête, mais la voiture est énorme. C'est une vraie véranda et je pense qu'on va faire teinter les vitres avant, même si ce n'est pas homologué. La hauteur des vitres, et on s'en est rendu compte au premier péage, la durée de descente et de remontée de la vitre liée à sa hauteur, est assez déstabilisante par rapport aux voitures actuelles sur le marché européen. Donc un toit ouvrant super classe, des grandes vitres autour qui heureusement sont majoritairement teintées, et ensuite une interface qui fonctionne plutôt pas mal. On a un Bluetooth, on a une caméra 360, ça on l'a énuméré, mais des fois ça bug, des fois ça sert à rien. Une référence dans le milieu des SUV qui est assez classe, c'est Land Rover. Les Range Rover, même très bien optionnés, finalement sont guère mieux. Je trouve qu'au niveau de la caméra, par exemple, on retrouve un niveau de pixelisation et une interface qui est franchement pas mieux. Donc un RAM, c'est aussi, ce n'est pas qu'une brute en fait. Ça ne dure pas 2 heures non plus, mais quand je vous dis qu'on n'a pas l'habitude et que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est subtil, mais ça change. Et ce qui est marrant aussi dans ce genre de véhicule, c'est qu'il y a quand même beaucoup de place. La benne, c'est une chose, mais on se retrouve au bout de 2 semaines et demie et tout le temps qu'on a passé dedans avec un couteau, un chapeau, un tas de choses qui traînent parce que vraiment, c'est des véhicules à vivre dans lesquels on se sent quand même plutôt bien. Les trucs tout bêtes, la dernière fois, on avait un Boxster pour faire à peu près le même nombre de kilomètres qui n'avait pas de porte-gobelet. C'est tout con, mais 6000 km sans porte-gobelet, ça peut quand même être assez... c'est désagréable puisqu'on ne sait pas où poser, mais au-delà de ça, on fait tomber les choses, on renverse, enfin, c'est un petit risque qu'on n'a pas envie de prendre. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. 6021 km, on a roulé un tout petit peu depuis notre retour, on avait 6000 km tout rond, et là on va essayer de trouver dans l'interface l'ordinateur de bord avec un résumé global. Alors c'est très simple, je sais que dans le Vito on a ce genre de choses et c'est un tout petit peu mieux parce que en fait ça recalcule à chaque fois qu'on prend le véhicule sur un long trajet. Donc même si on oublie, on sait que dans sa journée on a fait tant de kilomètres, tant d'heures et ma foi c'est toujours intéressant de savoir. 6021 km, presque 6022, une moyenne de 22 litres, 4 au 100 et 75 heures 56. Donc c'est beaucoup. 75 heures, hein, vous imaginez, dans 2 semaines, ça fait quand même pas mal d'heures passées au volant ou à côté dans cette grosse bête. Et ça vous donne un petit peu le ratio, enfin la moyenne de vitesse. Le côté consommation maintenant, on va en parler puisque en France, il y a beaucoup d'éthanol, c'est très commun. À l'étranger, beaucoup moins. Ce qui fait que ça impacte énormément le coût du plein.
La surconsommation à l'éthanol se ressent, mais est très largement lissée par le coût de l'éthanol par rapport au samplon 95 ou 98. Donc vraiment quelque chose sur lequel je veux insister. On a découvert un mode éco. Je découvre, hein, je le redis, on a un petit voyant qui à l'aller sur les 1000-2000 premiers kilomètres, on voyait un petit voyant éco qui s'allumait et on se demandait à quoi ça servait. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la sonorité du véhicule était un petit peu étrange et Manon comme moi, on se disait mince, on dirait qu'on a cramé une bobine ou une bougie. Alors loin de là l'idée de l'éthanol, le véhicule est neuf et ça va très bien, mais ça fait exactement la même chose, ça broute un petit peu. Et en regardant un petit peu sur le manuel d'utilisation et les infos qu'on peut trouver sur ce véhicule, le mode éco fait passer le V8 à un 4 cylindres. Évidemment, ça ne fait pas le même bruit et ça permet de consommer beaucoup moins. Mais alors, c'est un petit peu le même principe qu'une voiture électrique, ça sert à rien. Puisque on peut rouler en mode éco, mais on est tellement limité par le poids du véhicule et la puissance qu'on a avec 4 cylindres pour bouger plus de 3 tonnes, puisque c'est beaucoup. 3 tonnes, et on s'en sert presque jamais. Il faut vraiment rouler très doucement et c'est pas dans notre philosophie. Une question que vient d'aborder Pascal, qui est derrière l'appareil, sur l'autoroute, ce mode éco, non, même pas, puisque l'autoroute en France c'est 130, l'autoroute en Espagne c'est 120, et il faudrait rouler à 90, 100, et peut-être 110 dans les descentes. On peut aller jusqu'à 140 en mode éco, mais dès que la moindre côte, allez, presque trop de vent de face et en fait c'est trop d'énergie à développer pour faire avancer le véhicule et finalement le mode éco fonctionnerait très bien sur de la petite route à 40, 50, 80, 90 km/h à condition de tout anticiper. Par contre, ça descend réellement, on se retrouve à 10 litres en fait, 10 litres au 100 avec un véhicule comme ça devient complètement raisonnable. J'ai envie de dire que pour la majorité des gens, puisqu'on est aussi là pour vous conseiller dans ce genre d'achat, la bonne moyenne serait 15, 18 litres, 20 litres grand max, et puis si on roule comme des foufous, 22 litres. 22 litres c'est beaucoup, mais on est un petit peu rodé, hein, Cayenne Turbo S, RS5, M3 E92, ça consomme moins, pas le Cayenne Turbo S, c'est vraiment un gouffre, mais 15 litres, c'est notre routine. Loin de moi l'idée de me justifier, mais je rappelle que ce choix est celui de Manon. Alors il y a une deuxième chose, maintenant vous le savez, dans les précédentes vidéos, on a abordé le côté famille MBZH qui s'agrandit et qui se construit, et le besoin de place. Donc évidemment, c'était ce qu'il nous fallait. J'aurais préféré avoir un break, une M3 G81 aurait été mon rêve, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple à garer, mais peut-être un petit peu moins fun. Alors c'est pas pour ces raisons qu'on n'a pas pris une M3 G81, puisque Manon adore aussi le produit, mais pour revenir au début de pourquoi ce RAM, c'est les taxes en fait. Hein. N'oublions pas que c'est une camionnette qui vous permet un camion qui vous permet d'économiser la TVA si vous êtes un professionnel, de ne pas payer le malus, peu importe que vous soyez professionnel ou particulier, on parle de 50 000 euros et pas mal d'avantages qui vont avec pour les sociétés, pas de TVS et plein de choses du genre. Donc c'est vraiment une aubaine fiscale et au-delà de ça, il y a un côté cool quand même, puisqu'il y a le côté de vouloir une voiture différente et dynamique, mais là on a une voiture différente sur le plan off-road, puisqu'on peut faire les foufous, on peut faire les imbéciles dans le sable, ça donne des situations bien plus originales qu'on a l'habitude de vivre avec nos véhicules habituels, avec des pneus hauts comme ça, et ma foi ça change, c'est fun, et on peut découvrir des endroits différents, ce qui m'amène à peut-être la volonté de vous faire des vidéos différentes sur un côté all-road, mais aussi outdoor, la découverte de la nature ou peu importe, des activités qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. On peut tracter une voiture pour aller sur course, mais on peut aussi tracter une moto, on peut faire plein d'activités en extérieur. Et ça, on vous attend dans les commentaires. Si vous voyez des idées que vous avez envie qu'on concrétise ensemble avec ce véhicule, n'hésitez pas. Il y a plein d'accessoires qui existent pour cette gamme de véhicules. Ça pourrait être sympa de le faire avec vous. Tout ça nous donnera peut-être des idées et nous amènera à parler plus de ce véhicule. Mais une chose très importante, hein, c'est le côté 4 roues motrices, puisqu'on parlait de ça, du côté off-road. Et ça fonctionne vraiment très très bien. On est en 2 roues motrices tout le temps. On se met dans du sable. On ne vous a pas filmé ça. On a profité du temps qu'on avait aussi pour... ça fait un petit peu partie
la récupération et du repos. Et on s'est retrouvé vraiment une fois bien enlisé, puisque le véhicule roule très bien dans des situations vraiment très meubles en 2 roues motrices. Donc on n'a pas beaucoup eu besoin d'utiliser ces modes. Et le mode de hauteur de caisse aussi, puisqu'on peut franchir plus facilement certaines choses quand on est très haut. Alors, bah ouais, une fois, enseveli, net, propre. C'est un petit peu la panique, puisque à 3 tonnes enseveli dans le sable, on se dit ça va jamais sortir. On appuie, on sent qu'on a 0 motricité. Et là, on se demande si ça va être magique. Et on appuie sur 4 roues motrices, automatique, je n'ai rien bloqué. On était simplement et purement enlisé, dans du sable, hein, pas de la boue. Et là, d'un coup, on sort. Et c'est rassurant et c'est ce qui donne envie de découvrir cette option qui est quand même importante. C'est pas qu'un objet pour... Enfin voilà, c'est rigolo, mais on aime bien exploiter l'intégralité de l'outil. On oublie un petit peu plus le côté modification, puisque c'est important, arrivé à ce stade de la vidéo. Les cales, un super look. La sonorité, notre modification assez peu coûteuse et très efficace. Pas de drone, un petit bruit sympa, on a envie d'entendre ronronner ce V8 quand même. Et puis un truc qu'il faudrait quand même qu'on vérifie, c'est la conso d'huile, puisqu'on a le niveau d'huile en temps réel avec une aiguille au combiné, et l'aiguille n'a pas bougé. Alors c'est tout bête, ça va vous paraître pour plein de gens peut-être bizarre et anormal, mais un V8 chez BMW, chez Audi, une grande partie de ces V8, dans ces catégories, dans ces marques, consomment de l'huile. Et en général, sur ce genre de trajet, 3-6 000 km, on en rajoute 1 litre. Donc rien du tout dans celui-ci. Finalement, il y a plein de choses à dire sur ce véhicule. J'espère que ça vous plaît. Et on s'est dit que on a la jauge qui est au combiné avec l'aiguille, mais on a aussi cette jauge. Alors, vous voyez un petit peu la longueur. Malgré cette longueur, elle se retrouve tout au loin. Et on va vérifier. Et d'ailleurs, ces 2 jauges qui sont liées l'une à l'autre, eh bien, on est pile poil entre les deux, entre le mini et le maxi. Ce qui fait que la jauge du combiné nous donne réellement le niveau d'huile et qu'il ne bouffe pas d'huile. Quelque chose de pratique, ça peut paraître tout bête, mais j'arrive à atteindre le haut du capot, ce qui n'est pas forcément évident quand il est dans sa position initiale. C'est super pratique puisqu'on arrive avec la suspension pneumatique à abaisser le véhicule à l'intérieur via le bouton, mais aussi via la télécommande. Via la clé de démarrage du véhicule, eh bien, on a quelques petits boutons dont on va aborder les options et les utilités. Alors là, il est baissé, c'est très peu, mais ça permet vraiment de... on sent que le véhicule il est plus joli aussi à regarder quand il est garé, mais il est plus bas et c'est plus facile d'y accéder en fait, que ce soit là, la benne ou le moteur si on doit faire quelque chose. On appuie 2 fois sur le bouton de suspension et il s'abaisse. On appuie 2 fois sur la malle arrière et la malle s'ouvre, la benne, pardon. Et ici, on a 2 fois. Et ça démarre. J'y avais pas fait attention, mais visuellement c'est assez important. Hein. Ah, et il en reste encore. Il faudrait mesurer, mais on a quand même quelques bons centimètres. Hein, et vraiment, ça le rend plus agressif. Ça permet d'accéder bien plus facilement grâce au marchepied. Et puis, on va parler ensuite de la benne. Quelque chose qui est intéressant sur le bouton de démarrage à distance, on peut aussi l'éteindre, c'est qu'avec l'option de l'interface, intérieur, eh bien on peut décider de mettre les sièges ventilés ou chauffants, volants chauffants. Toutes les options de confort peuvent être actionnées au moment où on fait chauffer le véhicule. Ce qui est plutôt cool puisque on va vers l'hiver quand même. J'espère que nous aurons l'occasion de reparler de ce véhicule pour plein de raisons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Bien à vous.